du coup, la suite de cette conférence va être consacrée à deux témoignages de personnes qui valorisent leur fumier sur site. Alors, ces deux personnes sont Édouard Gallon des écuries du Val-Semé et Vincent Pavageau de l'ORL de la Frénière. Et chacun vont être interviewés chacun à leur tour par Oriane Thomas de l'IFCE ainsi que Nicolas Mabir, toujours pour l'IFCE. On va donc laisser la parole à Édouard Gallon et Nicolas Mabir qui vont nous parler de la structure ainsi que des solutions de valorisation du fumier. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Je remercie d'abord tout le monde de participer à cette webconférence et en particulier Édouard Gallon évidemment que nous avons identifié donc dans le groupe opérationnel en territoire Normandie comme quelqu'un qui avait une valorisation du fumier sur site qui était intéressante et donc on voudrait et qui a accepté de partager sa pratique. Et donc, je vais lui demander dès maintenant de nous expliquer quelle est sa structure équestre. Quel type de structure? Bonjour Edouard. Bonjour à tous. Moi, je suis Édouard Gallon, gérant de l'écurie Val-Semé. C'est une écurie de propriétaires sur environ 16 hectares. Nous avons à l'intérieur donc une écurie traditionnelle avec environ 26 box, 23 chevaux en écurie classique, donc traditionnelle type box et paddock, et une écurie de propriétaires qui a été montée il y a 3 ans. Et donc là-dessus, on propose donc de l'hébergement de pension, du travail, des cours et de la valorisation de chevaux. Voilà. Combien as-tu de personnes qui travaillent avec toi? Alors, donc il y a moi, ma femme, Noémie, et on a une employée, Solène, qui est donc palefrenière soigneur sur l'exploitation. Nous sommes 3 donc. Ensuite, je ne sais plus, on a au niveau des installations les paddocks. Et on ramasse donc en fait le fumier sur l'écurie active, manuellement tous les jours, tous les jours avec un gâteur. D'accord. Quelle quantité de fumier tu valorises? On valorise à l'heure actuelle, on a à peu près 300 tonnes de fumier sur copeaux, parce que l'écurie traditionnelle est sur copeaux, et à peu près 50 tonnes de fumier pailleux sur l'écurie active, qui sont en fait les dortoirs qui sont nettoyés 2 fois par an, et 50 tonnes de crottin brut, c'est-à-dire qui sont extraits de l'écurie active quand on fait le nettoyage des surfaces stabilisées. Parce que là, on n'a pas du tout de matière autre que le crottin. Et en valorisation donc interne, donc nous sur notre exploitation aujourd'hui, on valorise à peu près 100 tonnes par an. Et le restant est actuellement pris par des agriculteurs céréaliers qui sont à moins de 3-4 km de l'exploitation, qui valorisent ça, eux, sur leur surface agricole céréalière. Et donc, à moyen terme, l'objectif est quand même de valoriser à 100% en fait notre fumier sur notre exploitation, mais on veut faire ça de manière raisonnée avec des analyses de terrain qui vont nous permettre de pouvoir suivre d'année en année en fait l'amélioration des sols grâce à la valorisation du fumier sur l'exploitation. Comment gères-tu le stockage en particulier? Est-ce que tu as des stockages différents pour les différentes matières, comme tu extrais du pailleux ou du copeau? Est-ce que tu les sépares avant ou est-ce que tu mets tout en même temps? Alors, tout est stocké sur une fumière sur l'exploitation. C'est mélangé. En général, je remonte évidemment le fumier régulièrement, de façon à essayer de l'aérer un maximum et que ça puisse un petit peu composter sur place. Et ensuite, le fumier est emmené sur les parcelles
qu'on veut entre guillemets engraisser hein, par le fumier. Et après, donc, on met ça dans des épandeurs hein, pour épandre le fumier. Et ça, c'est une prestation qu'on fait faire par des agriculteurs locaux. On a pas mal d'entreprises locales qui proposent ce type de prestation. Qui permet d'épandre le fumier sur les parcelles au printemps et à l'automne. Sachant qu'on fait ça au printemps quand les sols peuvent commencer à porter les engins agricoles, ce qui actuellement est un peu problématique d'ailleurs. Et sinon, la grosse partie se fait vraiment à l'automne, où là, on a plus de chances de pouvoir épandre un maximum de fumier sur les herbages. Donc, si je résume, la manutention pour toi s'arrête au moment où tu mets en fumière et c'est ensuite tu sous-traites la partie épandage. Oui, tout à fait, c'est ça. Je sous-traite toute la partie épandage parce que bon, c'est du matériel déjà assez important en termes de taille. Hein, c'est pas du petit épandeur, hein, c'est quand même des épandeurs qui font 16 voire 20 tonnes. Bon, pour un souci de rapidité d'exécution, on fait appel à des entreprises qui ont une capacité de frappe importante sur le terrain. La fenêtre de tir est souvent assez courte en termes de météo, et donc aujourd'hui, l'important c'est quand même de raisonner, de pouvoir agir au bon moment, et donc faire appel à des sociétés agricoles spécialisées là-dedans. Et pour moi, un avantage certain, parce que d'investir sur ce type de matériel, ça vaut pas la peine. Et tu t'es rapproché d'une CUMA pour ça? Alors, pour le moment, c'est un agriculteur, celui qui est céréalier, à qui on donne une partie du fumier qui épand en échange justement sur des parcelles, sur nos parcelles. Et on s'est rapproché aussi d'une CUMA, alors pour une autre chose, pour pouvoir en fait valoriser un peu mieux le fumier sur les parcelles où on met en dépôt le fumier qui va être épandu. Pour pouvoir avoir la possibilité d'utiliser ce qui s'appelle un retourneur d'andin et qui permettra de valoriser encore plus la décomposition de notre fumier. Voilà. Donc, alors, pourquoi tu en es venu à cette solution-là? Qu'est-ce qui t'a fait migrer vers cette solution plutôt que de tout redonner à l'agriculteur local? Quelles étaient un petit peu tes motivations? alors, bah, la première, c'est qu'en fait, les prairies permanentes que l'on a dans notre secteur sont des prairies qui sont vivantes et qui sont amenées à dépérir si en fait on ne gère pas ça de manière structurée et surtout d'un point de vue agronomique. C'est-à-dire que faut comprendre que si on met des chevaux en permanence dedans toute l'année et sans rien faire du tout, en attendant que ça se passe, il va se mettre en place une flore qui va être inappropriée et il va y avoir une dégradation très importante en fait des prairies sur le long terme. Évidemment, dans un premier temps, je dirais dans les 5 à 6 années, on ne va pas du tout s'en apercevoir, surtout que dans notre profession, on manque cruellement de formation à ce niveau-là et de connaissances. Donc l'idée, c'était vraiment d'amener de la matière organique qui est nécessaire en fait à la vie du sol pour améliorer en fait déjà les rendements de production d'herbes et structurer le sol de façon à ce que le microbiote environnant sur les parcelles puisse améliorer la structure du sol par la matière organique. Et donc, ton ambition, tu disais, c'était de réussir à avoir 100% de ton fumier qui est utilisé ici. Quels sont tes chemins pour y parvenir? Tu parlais du compostage, c'est d'améliorer le compostage notamment? Oui, alors le compostage est une étape qui est encore en termes de discussion avec une CUMA. Parce que l'inconvénient des CUMA, c'est que, si je puis dire, il faut y adhérer. Donc, pour le moment, je n'y adhère pas, parce qu'en fait, les CUMA ne font pas de prestations. Mais en fait, l'agriculteur qui touche mes terres, lui, a une CUMA et justement, ont investi sur un retourneur d'andin pour du fumier que eux ils ont. C'est donc une exploitation bovine et donc ils ont des fumiers à valoriser sur place. Et donc l'idée, ça serait d'améliorer en fait encore la dégradation en fait, du fumier pour que
que ça soit valorisé encore plus vite sur les parcelles par la CUMA. D'accord, merci. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui remontent dans le chat. Je pense que c'est peut-être le moment de rendre la parole à Pierre-Antoine pour distribuer un petit peu ces questions. Merci, Edouard, pour ce témoignage. Et puis, si tu es d'accord, il y a pas mal de questions, je crois, qui arrivent sur le chat. D'accord. Donc, en fait, je vais te reposer les questions, du coup. Donc, il y a 2 petites questions sur la structure. C'est combien de chevaux sur l'écurie active? Alors, l'écurie active, actuellement, on a 7 chevaux. OK. Et nous avons en prévision à intégrer de nouveaux chevaux pour le printemps qui arrive, puisqu'en fait, on a des phases d'intégration qui ne se font que pendant la période du printemps allant jusqu'au mois de septembre, octobre. Et donc, on prévoit d'incorporer encore au moins 4 chevaux supplémentaires pour cette année. Ok, merci. Donc, deuxième question, est-ce que tu vends ou tu donnes ton fumier aux agriculteurs voisins? Alors non, je ne le vends pas, j'aimerais bien. On est dans une région où il y a une quantité astronomique de fumier que personne ne sait quoi faire, et notamment dans le milieu équin. Donc aujourd'hui, je m'estime encore heureux de ne serait-ce que pas payer une société pour enlever mon fumier, ce qui est le cas de beaucoup de mes confrères. Et c'est aussi pour cette raison, évidemment, pécuniaire, que j'ai décidé de dépendre le fumier sur nos herbages pour pas que ça nous coûte d'argent de le faire enlever, quoi. Et donc, c'est bien l'agriculteur qui vient le chercher? Oui, tout à fait. Ok. Ensuite, une autre question, c'était est-ce que le crottin ou le fumier sont épandus sur les parcelles de ton exploitation? J'ai compris que c'était un mélange des deux, c'est ça? Tout à fait, oui. En fait, la fumière, on regroupe tout sur la même fumière, hein, donc le crottin pur et le crottin, enfin le fumier de copeaux et le fumier pailleux sur la même fumière. Et on mélange tout à l'heure actuelle. Et sur quelles parcelles donc sont épandus? Est-ce que c'est bien sur les 16 hectares? Est-ce qu'il y a une rotation? Est-ce que c'est tous les ans? Alors, il y a une rotation. Effectivement qui va se faire déjà par la fréquentation des herbages. C'est-à-dire qu'on va épandre sur les parcelles qui sont pas pâturées et en fonction des analyses de terrain. C'est-à-dire que malheureusement, c'est quelque chose que j'ai fait un peu tardivement, mais on a commencé à faire des analyses de terrain pour pouvoir connaître un peu mieux la structure de nos sols, le pH, la matière organique qui était présente dedans. Et on va charger, à terme, on va charger plus ou moins les parcelles qui en auront besoin et décharger celles qui sont, je dirais, peut-être pas forcément en nécessité d'avoir de la matière organique. Donc justement, il y avait une question sur l'organisme que tu sollicites pour faire les analyses de sol. Oui, alors l'organisme, c'est la société Agrial, c'est une coopérative qu'on a juste à côté de chez nous, moins de 2 km. Il faut savoir que c'est des sociétés qui viennent sur place, ils font les prélèvements eux-mêmes et tout part en analyse. C'est assez, comment dire, les analyses sont pas données, hein, c'est vite 40 € l'analyse. Mais bon, c'est eux qui organisent tout, ils viennent sur le terrain et ça part en analyse et en général on reçoit les analyses au bout de 3 semaines, 4 semaines. J'en attends là d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Une autre question sur l'épandage. En fait, est-ce que l'épandage donc du fumier actuellement est réalisé sur des parcelles de fauche, sur des parcelles prévues pour le pâturage ou les deux? Les deux. Les deux. Alors évidemment, je vais charger un peu moins fort les parcelles de fauche quand l'épandage est fait au printemps, pour éviter éventuellement que je me retrouve avec du fumier, du foin un peu sale, dû à du fumier peut-être pas suffisamment décomposé au moment de la fauche. Donc au printemps, je vais faire attention aux parcelles de fauche, à pas les charger trop fort. Et charger par contre plus fort à l'automne.
Alors, ce que je propose, parce que je crois qu'on a un peu perdu Pauline un très court instant. Merci Edouard pour ces premières réponses. On va passer au deuxième témoignage. Et alors, les questions pour lesquelles on n'aurait pas donné de réponse, on pourra se donner un temps encore après le témoignage de Vincent Pavageau. Donc, merci en tout cas, Edouard et Nicolas, pour cette interview brillant, mais je sais qu'Oriane va faire le maximum pour être encore plus brillante avec Vincent. C'était pas une compétition, mais j'ai décidé de le transformer en compétition. Donc, je vous laisse la parole, Oriane, Vincent. Merci encore une fois, et on reviendra sur des questions qu'on n'aurait pas pu traiter pour le moment. À toi, Oriane, alors, pour ce Ouais. Merci Pierre-Antoine de me mettre un peu la pression, mais du coup, donc Oriane Thomas, IFCE, donc je vais présenter rapidement Monsieur Vincent Pavageau, donc qui est co-dirigeant de l'EARL de la Frénière, qui est situé dans le Maine-et-Loire, dans la périphérie de Cholet. Donc il est co-gérant depuis 3 ans avec Monsieur Vincent de Pontarcy, depuis le départ à la retraite de son père. Donc c'est une écurie de pension de chevaux de loisirs avec aussi un atelier de bovins allaitants Salers. Donc il va vous expliquer plus en détail son exploitation et puis comment il valorise son fumier sur site. Donc à vous la parole, Vincent. N'oubliez pas d'activer votre micro. Voilà, parfait. C'est parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire aussi bien que Edouard. Donc, comme vous l'a dit Oriane, donc je suis gérant avec Monsieur Vincent de Pontarcy d'une EARL. C'est une exploitation agricole donc à Cholet. Donc, nous avons 2 activités. L'activité principale, la pension de chevaux, et une seconde activité, donc c'est un élevage bovin allaitant en race Salers, exclusivement en plein air. Donc, nous exploitons environ 110 hectares. 80 à 90% d'herbes, donc pâture et fauche. Une vingtaine d'hectares est dédiée au pâturage des chevaux. Le reste, donc il y a 90 hectares d'herbes et le reste est en culture, donc du triticale, de l'avoine et du maïs. Donc le triticale et l'avoine sont destinés justement aux chevaux. Pour l'alimentation et pour la production de paille. Donc pour revenir au niveau de la structure équestre, nous avons actuellement 25 chevaux en pension pré-box et une vingtaine, entre 20 et 30 chevaux suivant les années en pension pré. Donc en ce qui concerne les chevaux au box, donc les chevaux sont sortis toute la journée, tous les jours, et les box sont curés manuellement tous les jours. Sachant que les chevaux sont au box environ 8 mois de l'année, les 4 mois de l'été, ils restent dehors toute la journée, toute la nuit. Donc pour en venir à ce qui nous intéresse, pour en venir au fumier, donc comme je vous disais, les box sont curés tous les jours. Ce sont des box qui sont faits dans des anciennes écuries, dans des anciennes étapes, pardon. Donc l'accès se fait essentiellement avec une brouette. Donc les box sont curés tous les jours. Nous obtenons un fumier qui est moyennement pailleux. Il est ensuite stocké sur une plateforme béton qui fait environ 100 mètres carrés, donc qui est à une trentaine de mètres, entre 20 et 30 mètres maximum des box. Donc ça se fait très bien. Donc le fumier reste sur la plateforme au maximum 6 mois. Donc ensuite, la valorisation, alors à l'inverse un petit peu de ce que fait Edouard. Edouard expliquait qu'il avait tendance à aérer le fumier. Nous, on fait plutôt le contraire. Lors du stockage, on effectue plutôt un tassement du fumier. C'est-à-dire que le fumier qui est sorti la semaine est remis sur le fumier qui était sorti les semaines auparavant. Et nous montons le fumier avec notre tracteur sur le tas de fumier et nous tassons avec le tracteur tous les 2-3 jours le fumier. Ce
qui fait que nous obtenons un fumier qui est assez composté, qui est bien composté. En quantité, nous n'avons jamais fait exactement le calcul, mais nous estimons à 150 à 200 tonnes de fumier produit. Donc voilà pour la production. Et donc après, pour la valorisation, du fait de notre surface importante, nous avons possibilité de tout épandre nous-mêmes. Étant agriculteurs, nous sommes adhérents à une CUMA, donc nous possédons en propriété 2 tracteurs, dont un équipé d'une fourche évidemment à fumier. Et puis donc lors de l'épandage, nous procédons avec les 2 tracteurs, un au chargement, un qui épand le fumier. Donc ce fumier est épandu soit au printemps avant la culture de maïs, et un petit peu sur les prairies, soit à l'automne avant les cultures de céréales. Donc, Oriane m'avait demandé de donner un estimatif à peu près du coût de l'épandage. L'allocation de l'épandeur en CUMA, c'est 15 € par épandeur, sachant que nous mettons entre 8 et 10 tonnes de fumier par épandeur. Et ensuite, on estime à 15 € de frais liés au tracteur, quoi, qui est de gaz, enfin, fuel et puis frais de mécanisation. Donc voilà un petit peu pour notre façon de faire voilà, au niveau du stockage et de l'épandage. Si Oriane a des questions sur cette partie-là, elle peut m'en poser tout de suite si elle le veut. Après, je pourrais parler un petit peu plus de comment on en est arrivé là. Ouais, voilà, moi je voulais vous expliquer un petit peu le cheminement que vous avez eu pour parvenir à cette valorisation, parce que vous m'aviez dit que lorsque c'était votre père qui exploitait, il avait choisi une autre forme qui était via les champignonnières. Donc si vous pouviez expliquer un petit peu pourquoi déjà lui, il a décidé d'épandre en fait sur son site. Ouais. Donc pour revenir donc un peu en arrière, mon père, lui, s'est installé en 1980. Les premiers chevaux sont arrivés dans les années 90. Il n'avait pas accès à autant de matériel et autant de surface pour valoriser le fumier. Donc, c'était à l'époque les champignonnières qui venaient récupérer le fumier. Il y avait un intérêt économique parce que les champignonnières achetaient le fumier, ce qui est aujourd'hui, je pense, un peu plus compliqué. Enfin, comme le disait tout à l'heure Edouard, il y a beaucoup de fumier, il se trouve beaucoup de fumier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt payer pour qu'ils viennent le chercher plutôt que le vendre. Et donc, après, c'est de fil en aiguille, voilà, le fait d'avoir le matériel à disposition, les terres, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce procédé. Et il faut bien dire aussi que le fumier, ça reste un amendement intéressant pour les terres au niveau de la matière organique et puis même au niveau des nutriments pour la plante, pour les plantes. Donc voilà, faut pas se priver d'en avoir. Et j'ai l'impression que ça a coupé un petit peu. Ouais, il y a eu un petit saut, mais je pense qu'on est toujours bon. On vous entend toujours. Ok. Oui. Non, parce que je voulais lui reposer une question, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend plus. Vincent, vous êtes toujours avec nous? Ah, peut-être que Vincent a sauté, effectivement. Oui, j'ai l'impression que son visage... il est un peu figé. Oui, il est un peu figé. Après, il a répondu vraiment à toutes les questions auxquelles j'avais pensé. J'aurais peut-être voulu qu'il explique en quoi il était vraiment satisfait de la solution qu'il avait choisie, mais j'ai l'impression que ça veut plus. Alors, en attendant qu'il revienne, moi je peux reprendre peut-être une question qu'on avait eue auparavant, voilà, en amont de la webconférence. Donc, il y avait une question sur quel était le coût du compostage, voilà, du fumier. Donc, moi, je peux donner l'exemple, voilà, en Normandie, d'une CUMA qui fait venir, donc avec une prestation d'un retourneur d'andin. Donc, on est autour de entre 5 et 5 € la tonne. Donc, c'est à la minute retournée, hein.
Voilà, donc à titre d'exemple, hein, pour 700 tonnes de fumier traité, on est en gros à 215, avec une facture de 215 € par an. Voilà. À cela peut s'ajouter éventuellement des frais de transport. Donc là, on a le cas par exemple d'un éleveur qui utilise une CUMA, mais qui est très loin de chez lui. Et effectivement, il a quand même une facture de transport supplémentaire en plus des minutes retors. Est-ce que notre témoin est revenu? Alors, c'était tout à fait prévu dans les allées directes, assez paradoxalement. Non, alors il s'est déconnecté. Je vous ferai signe dès qu'il revient. Je pense qu'il a eu effectivement un saut de réseau. Donc, Pauline, s'il y avait encore quelques questions auxquelles on… Okay. Ah, alors non, c'est pas long. J'ai cru qu'il est revenu, mais c'est pas lui. Donc, je vous laisse la parole. Ok, donc je continue sur une deuxième question. Voilà, comment mesurer la qualité de l'apport du fumier? Comment ne pas réinfester les parcelles via les larves éventuelles excrétées par les chevaux? Et le vermifuge n'est-il pas nocif pour les prés? Donc ça, c'est une question qu'on avait eue en amont. Donc là, pour ça, effectivement, la qualité de l'apport, il faut absolument effectivement faire une analyse. Donc des analyses d'effluents, hein, analyse de fumier, on peut faire ça donc dans un laboratoire agronomique ou via éventuellement une coopérative, hein, comme on en a précisé tout à l'heure pour les analyses de sol. Mais donc pour les analyses de fumier, on peut passer par un laboratoire agronomique. Il y en a normalement dans tous les départements, enfin en tout cas dans toutes les régions. Et puis concernant en fait qu'est-ce qu'apporte le fumier, donc là on est en train de rédiger des fiches techniques pour caractériser le fumier de cheval. Donc l'information, on pourra les diffuser voilà, au fur et à mesure de la rédaction de nos fiches techniques. Concernant l'infestation sur les parcelles, donc effectivement, on va préconiser plutôt de l'épandage de fumier composté, hein, pour justement qu'il y ait une montée de température et permettre voilà, une hygiénisation de la matière. C'est ce qu'on va préconiser pour limiter l'infestation, voilà, la réinfestation par des parasites. Et puis et éventuellement l'incidence sur éventuellement des traces de vermifuge. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a analysées et on aura bientôt les résultats qu'on diffusera. Bien sûr, l'objectif, c'est de pratiquer une vermifugation raisonnée pour limiter quand même la pratique de vermifugation non contrôlée et trop importante qui pourrait avoir une incidence sur la qualité du fumier. Alors, Pauline, je vais reprendre la main 2 petites secondes. Alors, j'ai une main levée à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Juste pour vous dire que, alors, on est ravis de la participation et du nombre de questions que vous pouvez avoir. On voudrait éviter d'avoir des personnes qui seraient frustrées de ne pas avoir de réponse. Donc, n'hésitez pas si jamais on n'a pas pu répondre à votre question, à nous l'adresser par mail. Vous avez donc les adresses mail de Pauline et de moi-même en tête de la diapositive qui défile devant vous. Et vous avez également, pour les régions qui sont concernées par le programme Valfumier qui est en cours, certaines adresses mail, notamment celles de Nicolas et Doriane qui ont procédé aux interviews. Je laisse la parole à Johanna. Donc, Johanna, vous pouvez réactiver votre son. Oui. Et on vous écoute. Bonjour. Est-ce que c'est bon le son là? On vous entend parfaitement. Oui, parfait. Donc, moi j'avais une petite question. Alors, j'ai une structure qui fonctionne de façon très proche de celle de Monsieur Gallo. Donc, c'était très intéressant pour moi d'entendre son mode de fonctionnement puisque je fais à peu près pareil. Sauf que nous commençons justement dans l'agriculture et nous avons l'intention d'épandre effectivement notre fumier que pour l'instant je composte à la maison, puisqu'on a de la chance d'avoir beaucoup de place, donc je le composte relativement proche de mes écuries. Et je crée en fait en compostant des espèces d'andins, en fait, de l'équivalent de 6 mois de fumier. Et lorsque j'arrive à une certaine hauteur d'andin, en fait, je passe à un nouvel andin à côté
que du coup, les sangliers nous aident à aérer de façon toute naturelle, ce qui nous économise le retourneur d'Antin. Néanmoins, j'ai une grande question existentielle. Entre mon mari et moi, nous ne sommes pas d'accord sur le meilleur moyen de composter du coup ces andins. Est-ce qu'il y a une hauteur à respecter pour améliorer le compost, ou est-ce qu'il vaut mieux faire un gros tas et attendre? Nous, en règle générale, on les laisse attendre une petite année avant de les utiliser. Alors, je peux peut-être répondre sur cette question-là. Allez-y. Oui. Donc, en fait, si effectivement, il y a moins d'1 mètre de hauteur, généralement, la matière va s'éparpiller, surtout si vous avez des passages d'animaux sauvages. Donc, on va avoir la matière va avoir du mal à se composter. Donc, il faut au moins 1 mètre, je dirais. Et ensuite, si vous avez un retourneur d'andin qui va passer, ce qui est quand même le mieux pour améliorer l'efficacité et notamment la montée en température, il ne faut pas dépasser 1,80 m, sinon l'épandeur ne pourra pas passer. D'accord, donc au moins 1 mètre et maximum 1,80 m. Une autre question que nous avons, qui crée un dilemme à la maison. Pour ces andins, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient directement sur le sol ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient sur une dalle? Alors, en fait, si vous faites, ça dépend quelle pratique vous faites. Si vous faites passer un retourneur d'andin, donc ça va être plutôt au champ, puisqu'il y a besoin en plus de l'espace pour pour les manœuvres. Ça va être principalement au champ. Voilà. Après, si vous avez une dalle, après ça va être avec peut-être d'autres matériels. D'accord, ok. Bon, nous, c'est vrai que c'est dans la forêt, quoi, donc c'est assez facile d'accès. Et nous, pour l'instant, on le fait directement au sol, ce qui me semblait plus cohérent pour que justement l'infestation des vers et des détritivores en fait puisse se faire plus facilement pour le compostage. Et l'idée, c'est de stocker, en fait, de le faire au champ en fonction, dans la parcelle qui va être à proximité, voilà. Donc, en fait, c'est la quantité va correspondre à soit la parcelle sur laquelle vous êtes, qui va être épandue, et entre guillemets, les parcelles avoisinantes. D'accord. Ok, je vous remercie. Est-ce que notre témoin est revenu? Non, il a un souci. Il a un souci d'ordinateur. En fait, son ordinateur s'est éteint. Donc, il va pouvoir revenir, mais pas tout de suite. Donc, je lui ai dit de faire au plus rapide comme il pouvait. Il y avait une question pour Edouard qui est là, je pense. Voilà, connaissez-vous le niveau d'hygiénisation de votre compost? Alors, non, actuellement, je ne le connais pas. Je vais le connaître, je pense, dans les semaines à venir suite aux analyses. Alors, si je comprends bien la question, c'est les agents pathogènes. Et on gère ça, nous, actuellement, par du chaulage avec de la chaux vive pour tout ce qui est problème de parasitisme, en fait, qui peut inquiéter beaucoup de personnes de notre secteur. Donc, la chaux vive permet de réguler non seulement le pH, et notamment de l'hygiène du sol. Ok. Alors, j'avais une dernière question, et peut-être que la personne voudrait prendre la parole pour nous préciser la question, parce que la question est quels sont les inconvénients du fumier sur les bêtes? Alors, voilà, alors j'ai pas le prénom de la personne, c'est RCCM. Si vous voulez peut-être préciser votre question, à moins que vous ayez quelqu'un ait déjà la réponse à cette question de l'inconvénient du fumier sur les bêtes. Bon, il va nous falloir plus de précision, mais n'hésitez pas à prendre la parole. On vous laisse quelques secondes. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, Monsieur Bozel, on vous entend. Enchanté. Pierre-Antoine, Cyril. Donc, je me permets d'intervenir. Je prends la réunion en cours, excusez-moi. Moi, mon fonctionnement, en fin de compte, on est une toute petite écurie.
On a une quarantaine de chevaux et on manque un petit peu de place. On a 14 hectares d'un seul tenant. Nous faisons les box, c'est une vieille équipe, donc on a à peu près 15 box, plus 3 très grandes stabulations. Et nous faisons les box tous les jours manuellement. J'ai de la litière sur granulés de bois. Voilà. Et nous stockons, comme la dame, excusez-moi pour le prénom, j'ai oublié tout à l'heure, qui stockait à même le sol le fumier avant de l'épandre. Néanmoins, on commence tout juste à épandre. Je n'ai pas fait d'études là-dedans, en fait, et c'est vrai que je manque de connaissances. J'aimerais savoir déjà, est-ce que ce type de fumier, donc le granulé de bois, une fois qu'il est sous forme de fumier, combien de temps on doit le laisser avant de l'épandre? Est-ce que nous, actuellement, on le laisse 1 an? Mais est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut plus de temps à cause du granulé de bois? Et deuxième chose, quelle quantité à l'hectare on peut épandre le fumier? Voilà pour mes questions. Alors, Pauline, je vais te relaisser la main. Par contre, j'ai juste une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons retrouvé Vincent Pavageau qui est revenu parmi nous. Donc, on lui laissera la parole s'il avait besoin de terminer son témoignage. Mais donc, pour répondre à la question de Cyril Bozel, Pauline, si vous avez… Ouais. Donc, sur tout ce qui est stockage, épandage, vous avez un certain nombre et compostage, vous avez un certain nombre de fiches techniques qui sont déjà possibles, téléchargeables sur notre site, et on vous redonnera les liens. Concernant la litière de granulés de bois, donc là, je vais refaire des fiches techniques sur la compostabilité du fumier de cheval avec différents types de litières et notamment du litière de granulés de bois. Donc, je pourrais vous transmettre voilà, les infos quand je l'aurai rédigé. Concernant le temps avant épandage, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau de la réglementation, et ça, je vous reprécise. En fait, il y aura une autre webconférence bientôt sur les aspects réglementaires vis-à-vis du fumier. Et effectivement, dans la réglementation, il faut éviter de stocker plus d'1 an le fumier parce que ça fait partie voilà, de la réglementation agricole en général. Donc ça, je pourrais le repréciser. Après, sur le temps d'attente, en fait, ça va dépendre comment entre guillemets, se décompose votre matière. Plus on l'aère, plus elle est retournée, plus, entre guillemets, elle est broyée, elle est fine, et plus elle va se transformer rapidement. Voilà. Donc, normalement, un temps de compostage, on est autour dans 6 mois entre le début du dépôt du tas jusqu'à l'épandage. Voilà. Et en termes de quantité, généralement, on est entre 10 à 15 tonnes hectares pour que ce soit du fumier ou du compost, en gros. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Eh ben, on relaisse la parole à Oriane et puis son témoin, du coup, s'il y avait d'autres. Est-ce que Vincent m'entend? Je crois qu'il avait fini, il voulait vraiment revenir s'il y avait des personnes qui voulaient poser des questions sur sa structure. Après, il y a des questions sur le crottin pur. Donc, sur le crottin pur, j'ai fait une fiche technique sur la gestion et la valorisation du crottin pur. Donc, vous pourrez la consulter. Elle est sur notre site Wikipédia, sur la gestion du crottin pur. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Voilà, l'objectif, c'est de finalement, pour que ça se composte, il faut le mélanger quand même avec des matières ligneuses. Donc, soit du fumier, tout simplement, du fumier pailleux, ou des déchets de cuisine ou des déchets verts. L'objectif, c'est de le recomposter quand même avec d'autres matières. Est-ce que le Pauline, compost… Ouais, j'ai une autre autre question. Vas-y. Oui, je propose juste qu'on prenne les 2 dernières questions qui viennent d'arriver. Oui, et puis je pense qu'on va s'en arrêter là. Mais voilà, on fait les 2 dernières questions. Est-ce que le compost de fumier suffit pour les apports sur les pâtures ou faut-il effectuer un apport d'engrais en sus?
Donc ça, c'est une très bonne question. Voilà, donc ça va, entre guillemets, ça va être une réponse de Normand, ça va dépendre de quels sont les objectifs de votre production. Voilà, si l'objectif, c'est de produire beaucoup de matière sèche, c'est-à-dire voilà, des récoltes importantes de fourrage, par exemple, ben, bien sûr, donc le compost, hein, ça apporte, en fait, ça nourrit le sol. Et les engrais de synthèse ou engrais chimiques, ça va voilà, nourrir plutôt les plantes pour leur production. Donc, en fait, le compost, il va aussi nourrir la plante, c'est-à-dire qu'il va minéraliser et finalement apporter des nutriments, mais à moyen terme. Donc, vous nourrissez votre sol et progressivement, ça libère des nutriments pour les plantes. Après, si vous voulez un coup de fouet pour, entre guillemets, faire une grosse production de fourrage, il faudra effectivement apporter de l'engrais azoté, par exemple, en sus. Voilà. Donc, voilà pour Et puis, alors, est-ce que le compactage est une bonne solution pour composter? Alors ça, je redonne la parole à notre témoin. Il n'est pas là? Si, je crois qu'il est revenu. Alors, Vincent, est-ce que vous nous entendez, Vincent Pavageau? Et je ne sais pas si... Ah, si, il est encore là. Je le vois, mais il faut qu'il active son micro. Oui, Vincent, il va falloir juste réactiver le micro. C'est bon, Ah, ça y est. Ah, impeccable. Bon, voilà, j'ai la changé de petite support, j'ai eu question. un petit souci technique. Voilà, donc la question sur le compactage du fumier. Oui, ben, donc est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Nous, c'est ce que nous faisons. Enfin, ça fonctionne. Nous, on arrive à obtenir un fumier très, très composté. Donc nous, après, on a un tracteur 4 roues motrices qui est assez lourd. Donc, c'est lui qui fait le travail, en fait. Et le fait de remettre le fumier tous les jours dessus, au moment de l'épandage, nous obtenons un fumier assez homogène, comme je disais, entre du fumier pailleux dessus et du fumier plus composté. Donc, ce qui fait un bon mélange facile à épandre, contrairement à du fumier très pailleux qui est très difficile à épandre, à reprendre avec un tracteur. En fait, vous n'avez pas du tout de fumier bovin mélangé avec? Non, on se pose un petit peu on se posait un petit peu la question justement de mélanger les deux. Ça pourrait être une solution, je pense aussi, car le fumier bovin est beaucoup plus humide. Mais non, pour le moment, on ne le fait pas. En fait, sur les structures qu'on a enquêtées sur le compostage, avec des structures mixtes, généralement, ils le font. Ils mélangent le fumier bovin avec du fumier équin. Ouais. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur 2 sites différents déjà. Ah, d'accord. Il y aurait un transport en plus. Donc, voilà. Après, peut-être qu'un jour, il y aura un bâtiment bovin plus près de la structure équestre. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on y réfléchirait. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. OK. Alors merci. Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions. Il y a quelques questions. Oui, alors, sur la méthanisation et autres. Voilà. Donc, sur tous les aspects méthanisation, ça va être pour le 25 mars. Voilà, c'est ce que. Voilà. Donc, le 25 mars, hein, on va avoir un témoignage sur la méthanisation. Donc, ça sera le sujet du jour. Et je laisse la parole à Pierre-Antoine, du coup. Voilà, du coup, ce qui est très bien, c'est qu'on a un groupe qui fonctionne bien, tous ensemble, puisque vous répondez entre vous dans le chat. Alors, effectivement, la dernière question sur la seconde conférence, elle sera, comme aujourd'hui, enregistrée, si tout va bien. Donc, elle sera disponible en visio. Alors, il y avait peut-être vraiment, pour terminer sur ces 2 questions, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre tout de suite. Alors, il y avait une question sur est-ce que le crottin avec le lin permet d'avoir un bon compost? Alors, je ne sais pas si on a une étude précise sur l'apport du lin avec les crottins de chevaux, Pauline. Oui, alors ça, c'est en fait, donc toutes ces informations-là, je vais créer des fiches effectivement sur le compostage. Alors effectivement, le compostage avec des litières autres que la paille, c'est un petit peu plus long, c'est un peu plus compliqué.
Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est plus la matière est fine, comme un granulé de bois, plus le compostage sera facile, en gros. Donc, plus votre matière artificielle, copeaux ou autre, est de gros calibre, plus le compostage est lent. Et plus la matière est très fine, genre un granulé de paille, par exemple, plus le compostage sera facile. Si vous voulez retenir juste une idée, quoi. Voilà. Ok, alors merci. Il y avait une question sur la réglementation des fumières. Alors, on devrait peut-être faire une dernière conférence à ce sujet. Pauline, si… Oui. Donc, on renvoie, on pourra vous renvoyer les informations. Donc, on va organiser une webconférence mi-avril sur la réglementation. Donc, on vous le redira la prochaine, d'ailleurs, la semaine prochaine aussi. On vous le rappellera. J'aurai normalement confirmation des dates et comment vous pouvez vous y inscrire. Impeccable. Alors, ça sera, je pense, le mot de la fin parce qu'on a quelque peu dépassé sur l'horaire prévu, mais tout était prévu. Je pense qu'au nom de toutes les personnes présentes autour de cette vidéo Zoom, on peut remercier très chaleureusement Édouard Gallon et Vincent Pavageau pour leurs témoignages qui ont été vraiment très clairs et qui ont répondu à pas mal de questions. Et merci à Oriane et Nicolas pour l'interview tout aussi brillant. Donc, merci à vous. Est-ce que tu peux remettre, excuse-moi, les coordonnées de la dernière diapo? Du coup, voilà, si vous avez des questions, vous avez des correspondants sur les différents territoires. Donc, comme ça, vous avez un interlocuteur si vous avez d'autres questions par la suite. Voilà. Voilà, donc je vous laisse quelques temps pour noter l'adresse mail qui vous convient. Donc, si tout va bien, la visio a été enregistrée et donc sera diffusée notamment sur le site du GHN. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation également. On vous dit pour ceux qui sont intéressés à la semaine prochaine pour une visio consacrée ce coup-ci à la valorisation du fumier en dehors de son exploitation avec notamment un témoignage sur la méthanisation qui semble être assez attendu. Alors, il y a une personne qui souhaite venir, mais ça va être un peu tard. Donc, voilà. Donc, merci à tous. C'est jamais facile de conclure ce genre de visioconférence. Donc, on va faire assez simplement. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée en restant à votre disposition pour toute question à ce sujet ou même d'autres sujets pour les adhérents du GHN, bien sûr, parce que on est là aussi pour ça. Donc, merci à tous. Bonne journée et on se revoit très bientôt.